Un matin, j'étais vraiment en retard pour me rendre à mon poste sur la base. Mon superviseur, qui avait bien sûr la clé de ma chambre dans le dortoir, est entré en pensant me surprendre en train de dormir, mais à la place, il m'a trouvé inconscient sur le sol de ma chambre. Quand les médecins et les infirmiers ont commencé à se rassembler autour de moi, cela ressemblait à une scène de film ou de série télévisée, où ma vision se mettait à vaciller à gauche, à droite, et tout devenait flou, comme si ce n'était plus la réalité. Puis, une voix à ma gauche a dit, « L'air va remonter ton bras, cela va être très douloureux, mais tout ira bien. » Finalement, après avoir essayé continuellement de tourner la tête vers la gauche, j'ai réussi à le faire. Non seulement il n'y avait personne à ma gauche, mais j'ai vu l'écran afficher une ligne complètement plate. À ce moment précis, alors que je voyais ma propre ligne vitale se stabiliser à plat, j'ai commencé à m'élever vers le haut. C'était la meilleure sensation que j'ai jamais ressentie, une extase magnifique, un sentiment d'amour qui enveloppait tout mon musique corps. Je m'appelle Chase Skyler Deo et j'ai grandi à Orlando, en Floride. Mes grands-parents m'ont adopté dès ma naissance. Ma mère était bien trop jeune lorsqu'elle m'a eu, elle avait 17 ans, et mon père biologique n'avait aucun intérêt à être présent. Heureusement, mes grands-parents avaient déjà adopté plusieurs autres enfants. J'ai donc 2 sœurs coréennes, un frère coréen et un frère noir. On ne pense pas au fait que ses parents adoptifs soient ses grands-parents et que ses frères et sœurs soient différents jusqu'au jour où l'on commence à aller à l'école et que les autres enfants font remarquer que l'on ne ressemble pas à ses frères et sœurs. Quand nous sortions pour manger, on nous demandait souvent « De quelle église êtes-vous ?» car cela n'avait pas de sens pour eux que tous ces enfants, ayant des apparences si différentes, fassent partie de la même famille. Nous descendions tous d'un vrai point commun de ces bus Tropic Traveler, si vous vous en souvenez. Et oui, nous avons eu une enfance formidable. En classe de 5e, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un programme ROC, un programme militaire pour les collégiens, et j'ai sauté sur l'occasion. J'étais l'un des premiers volontaires. Mon grand-père avait servi dans l'armée, tout comme mon arrière-grand-père qui avait été dans la marine. J'avais toujours ressenti en moi cet appel, comme une évidence, c'était ce que je devais faire aussi. Ce n'était certainement pas un fardeau, c'était plutôt une véritable excitation, cette idée de répondre à l'appel de défendre le pays que j'aimais tant. Dès que j'en ai eu la possibilité, le jour de mes 17 ans, je me suis engagé dans l'Air Force. Mon père, qui avait servi dans l'armée, m'a dit, « Si tu veux t'engager et que je dois signer les papiers pour toi, tu rejoindras l'Air Force. » Je pense qu'il était un peu jaloux des conditions avantageuses dont bénéficiait l'Air Force et, en tant que parent, il voulait ce qu'il y avait de mieux pour son enfant. Donc, l'Air Force, c'était décidé. Dès l'entraînement de base, j'ai intégré le poste d'instructeur SER, Survival, Évasion, Résistance, and Escape Survie, Évasion, Résistance et Évasion. Le rôle d'un instructeur SER est essentiellement de connaître le terrain pour les pilotes et de les former à survivre sur le terrain en cas d'incident ou d'accident. Peu de temps après le début de cette formation, je me suis blessé aux 2 genoux. C'était un accident d'entraînement, malheureusement. C'est comme se blesser pendant l'entraînement sportif, c'est assez embarrassant, mais les 2 rotules se sont déplacées et ont éclaté. L'opération prévue s'appelait une libération latérale, qui consiste à repositionner les rotules. Avec le recul, je me dis que j'aurais probablement pu récupérer sans chirurgie et continuer à exercer mon poste initial, mais le chirurgien de l'Air Force a estimé que la chirurgie était la meilleure option à l'époque. Malheureusement, l'opération des genoux n'a pas été un succès. Jusque-là, j'avais un objectif clair pour ma vie et une vision précise de ce que je voulais accomplir, 20 ans de carrière militaire. Mais quand cette blessure est survenue, tout a commencé à s'effondrer. Mes objectifs et ma vision pour l'avenir se sont écroulés. Pour moi, c'était catastrophique. Je ne savais plus quoi faire et j'ai commencé à ressentir une grande peur et une profonde nerveux. Mes amis s'inquiétaient pour moi car j'avais l'impression que ma vie s'effondrait. Ils ont commencé le processus de mise à la retraite, où l'on vous dit que votre corps n'est plus apte à rester dans l'armée, et c'est un processus long. Pendant cette période, j'ai commencé à arriver en retard, j'étais jeune et un peu irresponsable dans ce sens où je savais que j'allais être renvoyé de l'armée, donc je me disais, que vont-ils faire, me licencier? Il m'arrivait donc d'arriver en retard de temps en temps au bureau. Un matin, j'étais vraiment en retard pour le travail sur la base, et donc mon superviseur, qui avait bien sûr la clé de ma chambre dans le dortoir, est entré en pensant me surprendre en train de dormir, mais à la place, il m'a trouvé inconscient sur le sol de ma chambre. Ils m'ont immédiatement envoyé à l'hôpital de la base aérienne de Langley, où ils m'ont branché à toutes les machines possibles et ont commencé des analyses de sang et des tests pour comprendre pourquoi j'étais inconscient dans ma chambre. Ils n'ont rien trouvé d'anormal.
J'étais jeune et en excellente condition physique, il n'y avait donc aucune raison apparente pour que je sois inconscient. Les médecins ont bien sûr vérifié tout ce qu'ils devaient vérifier. Avait-il pris de la drogue? Avait-il bu? Mais à l'époque, je n'avais jamais touché à une drogue, et je n'en ai toujours pas pris à ce jour. Ils ne pouvaient tout simplement pas comprendre pourquoi j'avais perdu connaissance. L'infirmière a alors dit, nous allons faire quelques tests supplémentaires, une radiographie thoracique, et si nous ne trouvons rien, nous vous renverrons chez vous, car il n'y a vraiment aucune raison que vous restiez ici. Quand elle a ajusté mon intraveineuse et est sortie de la pièce, tout a changé. J'ai entendu les alarmes commencer à retentir, et c'était comme une scène de film ou de série télévisée, les alarmes retentissaient, ma vision commençait à vaciller à gauche et à droite, tout devenait flou et ne semblait plus réel. Les infirmiers et les médecins ont commencé à courir dans ma direction. Ma chambre d'hôpital était au bout du couloir, et ils arrivaient presque à se heurter au mur tellement ils couraient vite en entendant les alarmes. Je savais évidemment que quelque chose n'allait pas. Alors que les médecins et les infirmiers se rassemblaient autour de moi et travaillaient sur mon corps, quelqu'un s'est assis à ma gauche et a commencé à caresser mon bras en me disant que tout allait bien se passer. Pendant que l'alarme retentissait, que des voix inquiètes criaient, je percevais clairement leur nervosité. Puis, la voix à ma gauche a dit, de l'air va remonter ton bras, cela va être très douloureux, mais tout ira bien. La douleur qui a commencé à remonter dans mon bras, je ne peux que la décrire comme celle d'une balle en argent, une immense balle, bien trop grosse pour ma veine. C'était tellement douloureux que l'on pouvait tellement réel, avec des détails que je ne pouvais même pas imaginer sur Terre. Les plantes et les fleurs semblaient presque palpiter de vie, émettant une énergie qui n'était pas seulement visible, mais aussi ressentie profondément. Chaque pétale, chaque feuille était unique, vibrant de couleurs intenses que je ne savais même pas exister. C'était comme si chaque couleur avait sa propre lumière, éclatant d'une beauté indescriptible. Je me suis senti entouré d'une paix si profonde, un amour inconditionnel qui m'enveloppait entièrement. Il n'y avait pas de peur, pas d'angoisse, seulement une immense sensation de sécurité et de bonheur. C'était comme si tout ce que j'avais vécu, toutes les douleurs et les doutes, s'étaient dissipés, remplacés par une compréhension totale et une connexion à quelque chose de bien plus grand que moi. Dans ce jardin, je n'avais pas l'impression de marcher ou de flotter, mais de me mouvoir avec l'endroit, presque en fusion avec l'environnement. Les parfums étaient aussi intenses que les couleurs, mais doux et rassurants, comme un souvenir familier et lointain qui apportait du réconfort. Je n'ai vu aucune figure humaine immédiatement, mais il y avait cette certitude intérieure que je n'étais pas seul, que cette paix émanait d'une présence bienveillante et omnipotente. C'était comme si chaque partie de cet espace reflétait la présence de Dieu sans même qu'un mot ne soit prononcé. J'avais toujours eu cette idée que le paradis serait peut-être comme un endroit silencieux ou serein, mais l'endroit où je me trouvais était vivant, vibrant de chants et de sons harmonieux qui semblaient venir de la nature elle-même. Je me suis retrouvé à penser que si c'était la fin de ma vie, alors c'était plus que ce que j'aurais jamais pu souhaiter ou espérer. La beauté et la plénitude de ce lieu dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. Tellement lumineux que nous n'avons tout simplement pas ces couleurs ici, vous savez, je pourrais dire qu'elles étaient violettes, rouges et bleues, mais cela ne leur rendrait pas justice. Tout était tellement éclatant et presque vibrant, il y avait une sorte de vibration émanant de tout, on se sentait tellement en harmonie et connecté. Quand nous passons près d'un arbre ou marchons sur un trottoir ici-bas, vous pourriez dire que c'est une belle plante ou une belle fleur, alors qu'au paradis, c'était comme si je ressentais réellement les plantes et les fleurs. Quand vous rêvez, vous ne sentez pas forcément les choses, vous les imaginez. Et quand vous rêvez, vous êtes dans ce petit monde, mais cela, c'était tellement réel parce que je ressentais les choses, je sentais les grains de terre entre mes orteils. Et je déteste être pieds nus, donc c'était un souvenir très vif pour moi de sentir la terre sous mes pieds. Devant moi, j'ai vu un homme en robe qui courait après un petit garçon de 3 ou 4 ans, un enfant blond aux cheveux bouclés. Le petit garçon courait un peu devant, se retournant en riant, espiègle. En le regardant courir, j'observais cette belle interaction, presque comme entre un père et un fils. Je regardais ce petit garçon si heureux et profitant si pleinement de la vie. Puis, quand je me suis approché, j'ai baissé les yeux et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est moi. J'avais oublié que j'avais des cheveux blonds bouclés et que j'étais autrefois aussi heureux, que je riais tout le temps et que je souriais constamment en grandissant. Peu importe ce qui se passait autour de moi, j'étais toujours un enfant heureux. Et je pense que je l'avais oublié à ce moment-là. À 19 ans, je prenais la vie tellement au sérieux. J'étais tellement préoccupé par ma carrière et l'armée et toutes ces choses que j'avais complètement oublié ce que c'était d'être ce petit enfant joyeux. C'était donc un rappel magnifique de ce que j'étais autrefois. Quand j'ai vu l'homme se tourner vers moi,
j'ai immédiatement su que c'était Jésus. Et je devrais aussi dire que Jésus ne ressemblait pas à ce que j'aurais pu imaginer, mais j'étais tellement certain que c'était lui. Il avait les cheveux bruns courts, des yeux verts perçants et le plus grand sourire possible. Mais en grandissant, on voit souvent des représentations d'un homme avec de longs cheveux blonds, très minces. Cet homme, lui, était en bonne santé, paisible, vêtu d'une robe. Aussi certain que vous êtes sûr de votre main gauche et de votre main droite quand vous les voyez dans un miroir et que vous savez que c'est vous, je savais que c'était Jésus. À ce moment-là, Jésus s'est tourné vers moi et m'a montré que ma vie devait être consacrée à diffuser la lumière, l'amour et le rire, comme un rappel que j'avais déjà été là et que je connaissais déjà tout cela. Comme si j'avais oublié, mais que j'avais toujours su à quel point la vie est remplie de joie, à quel point il est important de trouver des raisons de sourire chaque jour. C'était un rappel que je prenais la vie beaucoup trop au sérieux. À cette époque dans l'armée de l'air, je pensais que ma vie était finie. Tout ce pourquoi j'avais été formé, tout ce que j'avais espéré et imaginé pour ma vie, c'était terminé. Et cette seule conversation suffisait à me faire comprendre que je me concentrais sur toutes les mauvaises choses. Je me concentrais sur ma carrière, sur l'argent, sur le fait de pouvoir payer ma voiture, alors qu'en fin de compte, rien de tout cela ne comptait. Ce qui compte, c'est de se sentir accompli et d'avoir l'impression d'avoir apporté quelque chose au monde en faisant sourire les gens. La bonne leçon à tirer de tout cela est que la vie est censée être ainsi pour toujours, il faut toujours trouver de la joie, du rire et du bonheur. Nous sommes restés là un long moment et le temps semblait s'arrêter. Je ne pouvais pas dire si c'était 5 minutes ou 5 heures. C'était une période suffisamment longue pour que j'acquière beaucoup de connaissances, des choses que je sentais déjà savoir, mais c'était une relation si amicale que j'avais l'impression d'avoir passé beaucoup de temps avec eux dans le passé. Avant que je ne le réalise, il a plaisanté et souri, et m'a dit, « Tu sais que tu dois retourner. » Je n'ai pas discuté, j'ai simplement répondu, « Oui, je sais. » C'était un rappel que j'avais déjà été là plusieurs fois, peut-être pas de manière aussi dramatique qu'une expérience de mort imminente ou un arrêt cardiaque, mais j'avais déjà été là. C'était un peu comme dire, « Tu sais mieux que ça, tu ne peux pas rester ici trop longtemps, tu dois retourner. » J'ai répondu, « D'accord, je comprends. » C'était vraiment comme dire au revoir à un ami, en sachant que vous l'avez déjà vu et que vous le reverrez, alors vous dites juste « à bientôt ». C'était très paisible, il n'y avait aucune partie de mon corps qui voulait rester, c'était juste comme passer du temps avec un ami et savoir que vous devez rentrer chez vous avant de revenir plus tard. J'avais vraiment l'impression que c'était compris que j'avais encore beaucoup de choses à accomplir. Avant que je ne m'en rende compte, j'étais de retour dans mon corps, dans une autre ville, hors de la base. L'armée de l'air m'avait envoyé à l'hôpital d'Hampton, en Virginie, pour me déclarer mort. Je me suis réveillé et j'ai commencé à ouvrir les yeux. Évidemment, à ce moment-là, comme lorsque vous faites le meilleur rêve, vous pensez que c'est un rêve et vous fermez les yeux pour essayer de retourner dedans, mais vous ouvrez les yeux à nouveau et réalisez que vous ne pouvez plus y retourner. Mes yeux étaient ouverts et mon corps se sentait tout à fait normal, je n'avais aucune douleur dans la poitrine. La confusion a rapidement pris le dessus, me rendant compte que je n'étais plus dans la même pièce où j'étais mort et que les personnes qui passaient dans le couloir ne portaient pas d'uniforme militaire. Il était donc évident que je n'étais plus sur la base. Peu après, une infirmière a jeté un coup d'œil dans la chambre et je lui ai dit bonjour. Elle avait l'air paniquée et m'a dit qu'elle allait chercher un médecin, puis est partie précipitamment. Un médecin est revenu et m'a dit, « Je ne sais pas quoi vous dire, mais nous allons vous renvoyer à l'armée de l'air et ils feront ce qu'ils jugeront nécessaire. » Et c'était tout. J'ai pu appeler un ami et je lui ai dit, « Je viens de mourir, peux-tu venir me chercher à l'hôpital ?» Il a répondu, « Bien sûr, et nous avons fait ce que toute personne ferait après être morte et revenue à la vie, nous sommes allés chez Chick-fil-A car j'avais très faim. » Apparemment, la mort m'avait ouvert l'appétit. Nous sommes allés chez Chick-fil-A et j'ai dit que j'aimerais vraiment quitter la ville pour quelques jours. J'étais très confus et je ne voulais pas retourner dans le même dortoir où j'étais. Nous sommes allés à Washington DC pendant quelques jours, nous avons vu tous les monuments et pris des photos. Pendant cette période, mon bras gauche était tout noir et bleu, les ecchymoses étaient très marqués à cause de l'air qui avait voyagé jusqu'à mon cœur. Je suis retourné à l'hôpital car les ecchymoses sur mon bras étaient encore très visibles et je voulais des réponses. Je voulais comprendre pourquoi j'étais mort, pourquoi j'avais subi cet arrêt cardiaque. Je suis retourné à l'hôpital et ils ont documenté ce qui était arrivé à mon bras, rédigeant tout un paragraphe mentionnant que le patient avait souffert d'une embolie gazeuse, lorsque de l'air remonte jusqu'au cœur. Il semble que l'infirmière ait accidentellement laissé passer de l'air par le 4 dans l'une de mes veines principales, ce qui m'a fait faire un arrêt cardiaque. Mais les médecins et les infirmières n'ont pas pu vraiment l'expliquer non plus.
Je ne sais pas combien de personnes qu'ils ont vu faire un arrêt cardiaque ont survécu, donc il n'y a jamais eu de conversation franche avec le personnel médical sur ce qui s'était exactement passé. Nous ne comprenons pas comment vous êtes encore ici, et à partir de ce moment-là, bien que je ne me sentais pas à l'aise de raconter cette histoire aux gens, je me sentais très ancré dans l'idée que, si je la racontais, on me prendrait pour un fou. C'était une préoccupation réelle, car je ne connaissais même pas le terme expérience de mort imminente, ou EMI, tout ce monde ne me disait rien. Je pensais simplement que les gens me jugeraient comme étant fou, donc je ne le disais qu'aux personnes qui étaient vraiment proches de moi. Je ne savais pas comment gérer cette nouvelle expérience que j'avais vécue. Le 8 juillet 2008, quelques mois plus tard, j'étais totalement retraité de l'armée. Dès mon retour, ma vie avait changé de façon spectaculaire. Tout ce qui, selon moi, semblait amusant ou m'intéressait quand j'étais enfant, je me suis dit, je vais le faire maintenant. J'ai rejoint un club de breakdance dans une université où je n'étais même pas étudiant. J'ai aussi fait un peu de stand-up comédie, je me suis lancé dans la photographie et j'ai photographié des mariages, j'ai appris à danser et je suis devenu instructeur de danse de salon. C'était presque comme si je cochais des choses sur une liste, j'ai une nouvelle chance d'être ici et je vais profiter de la vie. J'ai réalisé un grand nombre de choses, j'ai animé des concours avec des célébrités, je suis passé à la télévision et j'ai été annonceur pour des équipes locales de baseball et de hockey à Norfolk, en Virginie, pendant quelques années. Je voulais tellement faire des choses qui me rendaient heureux et partager la lumière, le rire et l'amour que l'on m'avait dit de continuer à répandre. Malheureusement, une partie de moi s'est dite qu'il était temps de grandir et de trouver un vrai travail. J'ai pris un emploi dans une station de radio, un travail très corporate que j'ai occupé pendant plusieurs années. C'était satisfaisant, je payais mes factures, nous avions une belle maison, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir de la culpabilité. Je me disais que j'étais devenu égoïste et que je ne partageais plus le rire avec les autres. Je passais mes journées dans un bureau et je ne créais plus de souvenirs pour les gens. Je suis parti en retraite avec une organisation de vétérans qui envoie des groupes pour passer 5 jours à faire du yoga et de la méditation, et à discuter de l'importance de la santé mentale et de la paix intérieure. Je n'avais jamais médité ni fait de yoga auparavant, et bien sûr, beaucoup de vétérans costauds se moquaient de l'idée. Mais à la fin des 5 jours, je me sentais plus heureux que jamais. Quand je suis rentré chez moi, ma femme m'a immédiatement dit que j'étais une personne différente, que j'avais l'air détendu. À ce moment-là, j'étais tellement concentré sur mon travail corporate sérieux et elle m'a dit, tu as changé, tu as l'air tellement heureux avec toi-même. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander à nouveau quel était mon but, pourquoi j'étais ici. J'ai repensé à mon expérience de mort imminente en un jour où 2. J'ai ressenti mon corps changer et devenir conscient de mon environnement. Je pense que la méditation, le yoga et les exercices de respiration avaient tellement relaxé mon esprit que je pouvais vraiment observer le monde extérieur et comprendre comment je pouvais aider. J'ai commencé à réaliser que j'avais des dons peut-être moins communs que je ne le pensais. Mon intuition s'est renforcée et j'étais très conscient de la souffrance des gens autour de moi, même des inconnus. Je ressentais le besoin d'aider tout le monde, de soulager leur souffrance et d'apporter de l'énergie positive pour les aider à traverser leur douleur. Si quelqu'un était triste près de moi, c'était devenu mon devoir de l'aider. J'ai commencé à accepter cette réalité et à offrir ce que je pouvais au monde. Quand ma grand-mère est tombée malade et a été hospitalisée, j'ai prié intensément pour elle. Je sais que je ne peux pas guérir complètement tout le monde, mais je prie pour diminuer leur douleur et leur souffrance. Avant même de m'en rendre compte, j'ai commencé à ressentir des picotements dans les paumes de mes mains. J'ai baissé les yeux, posé mes mains, puis regardé à nouveau et, soudain, j'ai vu des marques très visibles sur mes 2 paumes. Immédiatement, je me suis dit, d'accord, c'est un peu effrayant. J'ai montré cela à ma femme et j'ai pris une photo pour documenter la situation, au cas où je devrais la montrer à quelqu'un de confiance. Lorsque j'ai montré la photo à quelques personnes, elles m'ont dit tout de suite, tu dois arrêter de prendre la douleur des autres, ce n'est pas ta douleur à porter. J'ai répondu, d'accord, d'accord. Dans mon esprit humain, je voulais rationaliser cela comme une réaction allergique, quelque chose que mon corps produisait, comme une éruption cutanée sur l'avant-bras. Mais ces marques n'apparaissaient que lorsque j'essayais vraiment d'aider quelqu'un autour de moi. Ce n'était pas une expérience douloureuse, au contraire, c'était une sensation paisible que je pouvais ressentir physiquement dans mes mains, comme une énergie qui passait par cette partie de ma main. Un jour, j'étais dans un avion, et il y régnait un silence total. Je n'avais jamais réussi à dormir dans un avion. Et là, j'ai ressenti cette présence qui m'a immédiatement frappé à la poitrine, comme un « ou ». Je savais que c'était Jésus à nouveau. Nous avons eu cet échange où il m'a dit, tu es sur la bonne voie, mais prends soin de toi.
Si tu épuises ta batterie, tu ne pourras plus aider personne. Il m'a dit que je devais permettre aux gens de vivre leur expérience humaine. Je ne pouvais pas prendre toute la douleur des autres, car certaines personnes ont besoin de la ressentir pour apprendre. Cela a été très profond pour moi, mais aussi difficile. C'était un rappel que je ne pouvais pas essayer de guérir tout le monde, car sinon, je finirais par souffrir moi-même. Je devais permettre aux gens de vivre leurs expériences dans ce monde humain, et ce n'était pas mon rôle d'intervenir constamment dans leur vie. Il serait clair pour moi quand j'aurai l'opportunité de guérir quelqu'un. C'est assez récent, cela remonte aux derniers mois, et j'essaie encore de comprendre comment utiliser mes dons sans interférer dans la vie des gens. C'est difficile d'avoir vécu ce que j'ai vécu et de ne pas revenir transformé. Le rire, le sourire, ce sont des choses simples et gratuites, tout comme respirer. On peut prier gratuitement, méditer gratuitement, rire gratuitement, et trouver de la joie dans tout. Pourtant, nous vivons dans un monde où tout semble nous séparer. Je passe presque tous les jours devant l'arrêt de bus où j'allais enfant et où j'ai de bons souvenirs de rire et de jeux avant l'école. De nos jours, les enfants sont assis à 1 mètre les uns des autres, rivés à leur téléphone. C'est difficile à voir. Pour moi, le sourire et le rire, être proche des autres, c'est le meilleur des remèdes. Je pense que nous sommes tous ici pour servir un but spécifique et que cela ne doit pas forcément être grandiose ou sacré. Nous avons tous des objectifs et des personnalités différentes, tout comme chaque empreinte digitale est unique. Pour moi, mon but est de continuer à apprendre et à évoluer. Quand on est enfant, comme ce petit garçon que j'ai vu au paradis, on absorbe tout, on apprend constamment et on voit tout avec émerveillement, sans les contraintes et le stress des adultes. J'essaie de rester dans cet état d'esprit et de continuer à apprendre, en obtenant des diplômes en médecine alternative, en études religieuses, et en poursuivant toujours mes études. Je crois que tant que nous continuons à apprendre, nous laissons le monde dans un meilleur état. Ma grand-mère disait toujours que l'éducation guérirait le monde, et je crois qu'en continuant d'apprendre, nous préparons la prochaine génération à rendre le monde meilleur. L'éducation peut prendre différentes formes, que ce soit à l'école, en lisant un livre chaque jour, ou en suivant l'actualité, tant que cela nous instruit et ne nous déprime pas. Pour moi, le sens de la vie, c'est apprendre, évoluer et améliorer les choses par rapport à ce que nous avons trouvé.